Bienvenue à tous, bienvenue à la 15e édition des ANED. Je suis Maëlys, étudiante en M1 à Toulouse Business School et membre du Bureau du développement durable, plus précisément du pôle ANED, qui a pour but d'organiser ces assises. Je serai l'animatrice de cette conférence dispensée par Madame Assia Boukrou. Cette conférence portera sur l'entrepreneuriat social et ses fondements. Nous allons essayer de comprendre donc, de quoi il s'agit de manière plus détaillée et voir que finalement tout le monde est capable de se lancer. Comme vous le savez, l'école est engagée depuis plusieurs années dans une démarche RSE et les ANED font partie maintenant des rendez-vous incontournables en termes de développement durable de TVS. Donc, sans plus tarder, je vous présente Madame Assia Boukrou, qui est la chef de projet de la Social Cup, donc de la Coupe de France des jeunes entrepreneurs sociaux. Je vous laisse maintenant avec Assia. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Maëlys m'a bien présentée. Moi, c'est Assia, je suis chef de projet chez Make Sense pour la Social Cup. Make Sense, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une organisation qui donne à chacun le pouvoir d'avoir un impact et d'agir pour notre société. On passe par 3 niveaux principaux. Les citoyens, donc des gens comme vous et moi, par des programmes d'engagement bénévole. Les entrepreneurs, donc on a un incubateur et on a différents programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs. Et enfin, les grandes entreprises, où là, on a plutôt des missions de conseil, où on va faire appel à nous sur des missions précises. On a travaillé avec Carrefour, Vinci, enfin beaucoup de grands groupes, où justement, voilà, on leur donne les clés sur différents sujets. Donc, ça peut être la gouvernance, ça peut être la RSE, etc., pour qu'ils améliorent leurs pratiques commerciales. Mais voilà, c'est une petite présentation de Make Sense. Mais je vais d'abord commencer cette conférence par une petite présentation de la Social Cup. Alors, comme l'a dit Maëlys, c'est une Coupe de France de l'entrepreneuriat social qui est du coup dédiée aux jeunes de 18 à 30 ans et c'est divisé en 3 grandes étapes. On va d'abord avoir une étape de sensibilisation qui a lieu en ce moment même et dont vous profitez à l'heure actuelle. Et l'idée, c'est voilà, donc en temps normal, on sillonne la France, on part à la rencontre de jeunes issus de tout milieu pour discuter avec eux d'entrepreneuriat social, les sensibiliser, faire tout type d'ateliers. Avec le confinement, on a tout passé en ligne, mais voilà, ça nous permet quand même de partager tout ça avec vous. Donc ça, c'était au mois d'octobre et là jusqu'à la fin du mois de novembre. Ensuite, on va avoir l'étape des créatons. Donc, en temps normal, c'est un créaton par ville toute une journée sur chaque samedi de janvier. Mais avec les mesures mises en place récemment, on va faire un grand créaton en ligne, donc un créaton géant qu'on est en train de construire et de complètement revoir. Et l'idée des créatons, c'est que chacun peut participer avec toute une journée qui est dédiée à l'idéation. Ça peut être aussi bien des personnes qui ont une petite idée, mais qui ne savent pas trop par où commencer, mais qui ont envie de la concrétiser, que des gens qui ont déjà un projet, mais qui ont envie de développer certaines compétences ou de tester un peu leur idée, mais aussi juste des curieux, des gens qui ont envie de faire de nouvelles rencontres, d'être inspirés, etc. L'idée, c'est qu'on se retrouve tous et qu'on échange, qu'on en apprenne plus sur l'entrepreneuriat social et encore une fois, les bonnes pratiques. Et après cette étape de créaton, on a un appel à projet alors je vous remettrai les dates après, il me semble, mais l'idée de l'appel à projet, c'est pour les gens qui ont des idées, un projet qui commence à bien se construire et qui ont envie de le porter au concours final de la Social Cup. Donc, il y a 1 mois pour candidater. Il me semble que les dates sont juste après. Voilà, bon, je vous remettrai ça après, mais l'idée, c'est que voilà, vous avez un mois pour candidater et ensuite on choisit un finaliste par ville. Donc je vous avoue que comme c'est dans assez longtemps, je ne sais pas trop comment on pense que tout va se faire en ligne, mais on ne s'est pas encore totalement penché sur le format. Mais voilà, l'idée c'est qu'on choisisse en temps normal un finaliste par ville et qu'il y a un concours final avec des prix à gagner qui sont permis par nos partenaires financiers qui sont particulièrement intéressants.
Donc voilà, ça, c'est les 12 villes dans lesquelles on passe en temps normal et avec lesquelles on travaille pour le moment. Et là, vous avez les modalités de candidature au concours final. Donc, bon, vous avez encore un peu de temps et ce qui est top, c'est de pouvoir voilà, faire le créaton et ensuite d'essayer de mesurer si on a envie de pousser le projet encore plus loin. Et on voit aussi des projets qui naissent pendant les créatons et qui vont qui postulent à l'appel à projet. Donc, voilà, c'est vraiment un moment hyper inspirant dont tout le monde peut profiter. Et voilà, il faut vraiment garder en tête qu'on n'a pas de critères particuliers à part le fait que la personne qui postule doit avoir entre 18 et 30 ans. Mais l'idée, c'est que tout le monde puisse venir, quel que soit votre domaine d'études, quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle, etc. Nous, c'est un événement qui est complètement gratuit. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser à l'entrepreneuriat social et, comme disait Maëlys au début, de donner à tous le pouvoir d'agir. Mais bon, c'est bien beau de parler d'entrepreneuriat social, etc. Mais peut-être que ce n'est pas un thème ou une notion qui est connue de tous, ou du moins avec laquelle tout le monde est familier. Du coup, ce que je vous propose, c'est dans le chat de me dire d'une part ce que le mot entrepreneuriat vous évoque, et d'autre part ce que le mot social vous évoque, et ensuite d'essayer de donner une définition d'entrepreneuriat social selon vous. Maëlys, si tu as accès au chat, je veux bien du coup que tu me dises un peu les réponses qui sont données. Alors, hop, du coup, n'hésitez pas à répondre à ce que Asia vient de dire. Hop, avance. Pour l'instant. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est de voir un peu comment justement les personnes arrivent perçoivent cette notion. Est-ce que ça leur paraît être quelque chose qui... ces deux termes ne semblent pas coller ensemble? Est-ce que ça vous évoque des choses très précises? N'hésitez pas à dire un peu ce que vous avez en tête. Pour l'instant, j'ai pas de... Ah si, j'ai Mathilde qui dit entrepreneuriat, ça lui fait penser à imaginer et concrétiser bien un projet. Ouais, Pardon, oui, c'est ça. Ouais. Il y a Marois qui nous dit que l'entrepreneuriat est le fait de mener à bien un projet. Est-ce que social, quand vous entendez le mot social, ça vous évoque quelque chose de particulier? Ça peut être un synonyme, un autre mot, une action? Alors, Anaëlle qui nous dit que pour elle, social, ça lui fait penser à de manière engagée. Et Myriam qui nous dit que social, ça lui fait penser à l'engagement, la solidarité. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, si on couple les deux, on a un peu l'idée, on comprend très vite ce qu'est l'entrepreneuriat social. Ce qui est intéressant dans le fait de faire ce petit exercice, c'est qu'en effet, quand on parle d'entrepreneuriat, on va tout de suite penser à imaginer, créer un projet, etc. Et en fait, dans entrepreneuriat, il y a différentes visions. Si on prend la vision de purement entreprendre, en effet, là, il y a l'idée de concrétiser un projet. Mais si on prend l'idée d'entrepreneuriat dans l'idée de construire une entreprise, dans ce cas-là, ça va être très différent de monter une association, etc. Nous, chez Make Sense, on est plutôt de la team entreprendre. C'est beaucoup plus large et c'est créer un projet qui va se concrétiser. Et en effet, social, il y a vachement cette notion de solidarité. Mais cette solidarité, elle s'étend à plein de choses. Quand on est solidaire, ça peut aussi avoir un impact positif sur l'environnement. Et donc, nous, quand on parle d'entrepreneuriat social, on va vraiment avoir cette idée de résoudre un problème social ou environnemental, parce qu'on est tous concernés par ces choses-là. Et du coup, voilà, c'est l'idée de résoudre un problème qui inclut ces deux notions. Alors, c'est marrant parce que souvent, quand on pose la question de qu'est-ce que vous évoque social, on a des gens qui disent « ouais, parti politique, etc., aider les pauvres », alors que c'est vraiment beaucoup plus large. Et il y a cette idée, en effet, encore une fois, de solidarité, mais à un niveau beaucoup plus global. Voilà. Et du coup,
pour compléter la définition, chez Make Sense, donc il y a cette partie-là. Il y a ensuite l'idée de développer des solutions innovantes, donc de penser à des choses qui n'ont pas encore été faites ou qui sont faites de manière totalement différente pour résoudre ces fameux problèmes. Et enfin, l'idée de définir un modèle économique pour se financer. Donc là, c'est vraiment, pour parler un peu vulgairement, de faire du bien en faisant de l'argent, donc réfléchir à des méthodes pour pouvoir croître, voilà, se développer de manière pérenne, tout en ayant un impact positif. Alors, on va faire un autre petit jeu pour mesurer un peu vos connaissances des grands enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. J'ai choisi trois thèmes, je pense, auxquels tout le monde est sensible. Et donc, vous pouvez répondre dans le chat la réponse que vous pensez être bonne. Pour la première question, on va parler des déchets et du plastique. Selon vous, combien de tonnes de plastique sont rejetées dans l'océan chaque année? A, 1 million, B, 2 millions, C, 6 millions et D, 8 millions. J'ai un peu la pression d'être dans Qui veut gagner des millions en présentant ça comme ça. Il n'y a malheureusement pas 1 million d'euros à gagner pour cette question, mais je vous laisse répondre dans le chat. Et je veux bien, du coup, Maëlys, que tu me dises un peu les réponses qui ressortent le plus. Alors, pour l'instant, on a pas mal de 8 millions. Ah, ça se joue entre 8 et 6 millions. Ah, ça va vite. Ouais, c'est les deux qui reviennent le plus. 6, 8. 6, 8, encore. Eh bien, je vais donner la réponse. C'était bien la réponse D, donc 8 millions. Vous aurez le détail un peu pour chaque cause juste après, mais quand on voit ces chiffres un peu faramineux, on se dit « Oh là là, mais comment c'est possible ?» Mais en réalité, quand on réfléchit à la consommation de chacun, aux emballages qu'on consomme chaque année, à tous les objets autour de nous qui contiennent du plastique, en fait, on arrive très rapidement à un nombre de tonnes gigantesque et qui fait un peu peur parce qu'aujourd'hui, le plastique, c'est une de ces matières qui ne disparaît pas ou qui prend énormément d'années à disparaître. Et même, on voit aujourd'hui, donc c'est une très bonne démarche, mais des vêtements qui, par exemple, sont faits en plastique recyclé. Mais si vous avez le choix, bon, après, évidemment, il y a des questions de coût et de budget, mais si on a le choix, il vaut mieux opter pour des nouvelles matières comme le tencel que du plastique recyclé, parce que le plastique est certes recyclé, mais il est toujours présent et donc n'encourage pas à en produire moins. Voilà pour les déchets et le plastique. On passe à l'inclusion des personnes sans domicile fixe. Selon vous, donc la question un peu plus difficile, je pense, quel est le pourcentage de personnes sans domicile ayant un emploi? Donc A, 5%, B, 12%, C, 24% et D, 32%. Alors, j'ai 12%, 12%. Il y a quelqu'un qui m'a dit 24%. Paulina qui nous dit 5%, 12, 5, 12. Encore un peu de 24. 12 pour Marjorie. Hop. Mais il y a plus de 12 et de 5 pour l'instant. Eh ben, la réponse, c'était la réponse C, donc 24%. J'avoue que moi aussi, quand j'ai découvert ce chiffre, j'étais assez étonnée et je n'avais pas du tout donné cette réponse-là parce que quand on dit 24%, on est pratiquement à un quart des personnes sans domicile. Et c'est vrai qu'évidemment, quand on voit un SDF dans la rue, on se dit pas forcément cette personne a un emploi. Et il y a un peu ce décalage de se dire « Ah oui, mais en fait, je peux totalement aller au travail tous les jours et quand même ne pas avoir de logement à la fin ou rentrer à la fin de la journée, ce qui fait un peu peur et qui fait partie de ces causes aujourd'hui qui sont quand même assez alarmantes, surtout là pendant les temps qu'on vit avec l'arrivée de l'hiver. C'est des choses qui font froid dans le dos, sans mauvais jeu de mots, mais voilà, qui méritent d'être citées. Ensuite, pour la dernière question de ce petit quiz, selon vous, une femme... Alors, j'ai le truc que je n'arrive pas... Hop, voilà, c'est bon. Alors, selon vous, donc on parle d'inégalité des genres, une femme subit 1 fois plus de propos à caractère sexiste que les hommes. A, 2 fois plus, B, 3 fois plus, C, 5 fois plus et D, 10 fois plus.
Alors, j'ai déjà des réponses pour cette question. Juste, il y a Myriam qui demande qu'est-ce qu'un emploi dans cette question, s'il vous plaît. Alors là, on va parler de CDI. CDI, CDD, enfin du coup des contrats marqués dans le temps, mais pas du coup type service civique, stage, etc. Donc vraiment des contrats. En fait, l'idée c'est que bon, alors moi je vis à Paris, mais je pense que c'est assez général sur le reste du territoire. Mais c'est très difficile de trouver un logement quand on n'a pas de contrat. Mais en fait, on voit aussi qu'on peut avoir un contrat et ne pas trouver de logement. Donc voilà, l'idée, c'est justement un peu de confronter tout ça. Mais dans cette question, l'idée, c'est d'avoir un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Et Merci. j'espère que ça répond à… Oui, ça a l'air en tout cas. Et du coup, pour les réponses à la question, c'est plutôt entre 5 et 10, entre la C et la D. Eh bien, c'était la réponse D. Donc 10 fois plus. Donc voilà, l'inégalité des genres, elle est plus à… Enfin voilà, tout le monde on a conscience aujourd'hui. Il y a des sceptiques, mais malheureusement, les chiffres ne trompent pas. D'ailleurs, je pense que vous avez peut-être vu qu'hier à 16h44, les femmes ont commencé à travailler gratuitement. Donc voilà, et bon, là, on parle du sexisme qui sont… D'ailleurs, quand on organise des ateliers avec la Social Cup, on voit que c'est un thème qui revient beaucoup, que les gens ont envie… Et pas que des femmes, vraiment, même des hommes qui sont assez révoltés du comportement de certains de leurs collègues. Et voilà, on voit que c'est encore une fois un chiffre assez alarmant et qui devrait plus exister, enfin qui n'aurait jamais dû exister de base, mais qui devrait vraiment plus exister aujourd'hui. Donc voilà, là, vous avez quelques chiffres pour préciser un peu ces réponses. Sur la partie déchets et plastiques, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais il y a un 7e continent qui s'est créé. Et donc, c'est vraiment un amas de déchets, mais qui est qui fait vraiment peur. Je vous laisserai regarder des images sur Internet, mais c'est vrai que c'est quand même assez choquant de voir qu'on a laissé ça se faire. Sur la partie des personnes sans domicile fixe, bah voilà, encore l'année dernière, on avait 200 000 personnes sans abri en France. Évidemment que quand on réfléchit à la France entière, on se dit ah, c'est pas beaucoup, mais on laisse quand même 200 000 personnes à la rue chaque année. Et on se dit qu'il y en a quand même 2 000 qui meurent à un âge qui est très jeune. Et après, voilà, encore une fois, sur la partie des inégalités des genres, bah, les chiffres sont quand même assez marquants et c'est des choses voilà, qui devraient plus exister aujourd'hui. Alors là, je vous ai cité, on a vu 3 exemples qui s'inscrivent en fait dans les objectifs du développement durable qu'a développé l'ONU au début du millénaire. Donc au début, il n'y en avait pas 17, il n'y en avait que 7. Bon, il y en avait beaucoup moins. Alors, il me semble qu'il n'y en avait que 7 ou 9, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, au fil des années, les objectifs se sont développés. Et l'idée, c'est que voilà, souvent, quand on pense au développement durable, on ne pense que à la protection de l'environnement. Mais en réalité, dans la logique de durable, c'est une logique de durabilité, de penser aux générations futures et quels sont les aspects qui vont avoir un impact sur nos vies et sur leur vie. Donc là, vous avez vraiment une palette de causes assez large. Et nous, quand on va encourager à entreprendre au sein de la Social Cup, on va vraiment pousser les gens à considérer l'ensemble de ces causes-là, en réfléchissant bien sûr aux causes qui leur tiennent également à cœur. Mais voilà, c'est juste pour dire que faire de l'entrepreneuriat social, c'est pas exclusivement me consacrer à faire une entreprise zéro déchet, même si c'est absolument génial. Mais voilà, il y a tellement de causes qu'il y a du boulot à faire, pour résumer. Alors, peut-être que vous avez entendu parler du mot ESS, enfin de l'acronyme ESS. Donc ESS, c'est économie sociale et solidaire. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est juste pour que vous ayez un peu une idée et vous pourrez vous poser vos questions à ce sujet si vous le souhaitez. Mais du coup, voilà, on a 3 distinctions à faire. Donc quand on parle de l'entreprise, c'est des choses avec lesquelles vous êtes familier, on va parler de résultats
financier. Donc là, ça va être vraiment le but va être de générer le plus de profit pour rémunérer au mieux les actionnaires. Et quand on va parler d'impact pour ces entreprises-là, ça va notamment passer par la création d'emplois et donc là, va y avoir un impact social. Et puis par la RSE, il faut savoir que, bon, aujourd'hui, la RSE a une place grandissante, mais en réalité, c'est une démarche volontaire des entreprises. Il y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui… bon, la loi Pacte contribue à tout ça, mais il n'y a pas de loi qui force et qui condamne complètement les entreprises qui n'ont pas des démarches RSE très poussées. RSE, responsabilité sociétale des entreprises, je précise au cas où. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est pour le volet entreprise. Ensuite, quand on va parler d'entreprise sociale, c'est ce que je vous disais au début, le but, ça va être de faire de l'argent tout en faisant du bien, mais en fait, à la différence d'une entreprise, c'est que les profits générés ne vont pas bénéficier à un groupe d'actionnaires. Donc, évidemment, il va y avoir l'idée d'améliorer les salaires de chacun dans l'entreprise et que chacun puisse s'épanouir au mieux en son sein, mais en fait, une partie de ces bénéfices va être en fait réinvestie dans le développement et dans la cause de l'entreprise sociale. Donc, en fait, concrètement, quand un entrepreneur social va faire un business plan et penser à son business model, il y aura vraiment un volet, un chapitre, voilà, une case complète dédiée à la construction de sa mission, à voir comment on réfléchit aux problèmes et à voir comment justement, au fil du développement de l'entreprise, on arrive à réinvestir nos efforts dans la résolution de ce problème et pas simplement dans l'enrichissement d'une petite partie de l'équipe ou en tout cas des membres, des actionnaires. Enfin, quand on parle d'économie sociale et solidaire, là, ça va être quelque chose de beaucoup plus large et en fait qui va inclure toutes les structures qui vont avoir à cœur de concilier à la fois l'utilité sociale, la performance économique, mais surtout en fait de mettre en place une gouvernance démocratique. Donc, par exemple, Make Sense, on parlait très simplement, fait partie de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire parce qu'au sein de Make Sense, on a une gouvernance qui est horizontale et participative où en fait, on n'a pas un chef et il n'y a pas vraiment cette logique de manager, mais va plutôt y avoir une logique de sollicitation d'avis où chacun vraiment, et même à quelqu'un qui a un poste junior chez Make Sense, va pouvoir donner son avis et contribuer au développement et aux décisions importantes de l'entreprise. Donc, on parle souvent d'entreprise libérée. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'organisme de l'ESS et qui se développe aussi. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes entreprises qui s'inspirent de tout ça pour améliorer leur méthode de gouvernance. Alors, c'est bien beau de parler de tout ce qu'est l'entrepreneuriat social, mais c'est aussi intéressant de voir ce que n'est pas l'entrepreneuriat social. Donc là, on a défini cinq cases pour que ce soit le plus clair possible. Je vais les détailler. Alors, l'entrepreneuriat social, ce n'est pas un statut juridique. Donc, quand on parle de statut juridique, on va dire SAS, ce genre de trucs, association de loi 1901, etc. Donc, il n'y a pas un statut juridique qui dit entreprise sociale. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. Si un jour vous décidez d'entreprendre dans un des objectifs du développement durable que je vous ai mentionné, sachez qu'il n'y a pas de… Vous serez considéré comme entreprise sociale, mais ce ne sera pas un pur statut juridique écrit et posé. Ensuite, ce n'est pas l'unique solution aux défis du 21e siècle. On insiste beaucoup sur ça chez Make Sense, mais il y a vraiment énormément de manières de s'engager aujourd'hui. Donc, nous, on encourage l'entrepreneuriat social parce qu'on trouve que c'est important d'avoir des nouveaux modèles d'entreprise, d'avoir des boîtes qui grandissent et qui ont un super impact tout en participant au développement économique de notre pays. Mais il y a aussi le fait d'aller dans une asso, d'être militant, même au quotidien dans sa consommation, etc., de revoir un peu comment on organise ses journées, comment on consomme. Donc ça, c'est totalement des moyens de faire face aux défis du 21e siècle. S'éduquer aussi également.
Donc voilà. Ensuite, compenser un impact négatif. Donc quand on dit c'est pas compenser un impact négatif, c'est quand par exemple vous avez une entreprise pétrolière qui va du coup produire du pétrole, mais qui à côté va planter des arbres. Enfin, c'est un exemple très vulgaire encore une fois, mais pour que vous compreniez l'idée. Quand une entreprise fait ça, elle compense un impact négatif, mais on ne peut pas parler d'entreprise sociale. Ensuite, c'est pas non plus avoir uniquement des externalités positives. Là, je vais prendre un autre exemple. Vous avez, je sais pas, Carrefour qui va ouvrir une nouvelle antenne dans une petite ville. Alors, ça va être très pratique parce que va y avoir de la création d'emplois dans cette ville-là et ça va être pratique pour les habitants de cette ville-là. Mais à côté, tous les petits commerçants vont perdre du chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est pas simplement ah tiens, j'ai créé de l'emploi, donc je suis une entreprise sociale, puisque à côté, il y a quand même un impact négatif qui s'opère. Et enfin, c'est pas la même chose que la RSE. Je l'ai expliqué, la RSE, c'est une démarche volontaire des entreprises, alors que l'entrepreneuriat social est vraiment le cœur même de la mission de la boîte. Je regarde un peu le temps qui me reste, c'est bon. Alors, généralement, ce qui se passe, voilà, quand on est un entrepreneur social, on passe un peu par 3 phases. C'est pas forcément un déclic, une histoire très romancée, etc., mais c'est simplement un peu quelque chose qui vous pique, quelque chose qui vous révolte au quotidien, où vous dites purée, j'en ai marre de voir ce problème. Voilà, ça peut être des choses très simples, les masques qui sont jetés dans la rue, les SDF, etc. Vous sentez que ça vous tourmente. Et là, vous vous dites un jour, j'ai envie de proposer une solution à ce problème. Et du coup, là, l'idée, ça va être de déployer une solution. Donc, quand on dit déployer, c'est bien sûr commencer à réfléchir à cette solution, à la construire et puis du coup, tester son idée. Pour illustrer ça, je vous ai choisi 2 projets toulousains. On a d'abord UnityCube. Donc, justement, pour reprendre la thématique des sans-abri, eux ont pensé à quelque chose de très simple. C'est qu'il y avait énormément de bureaux vacants dans des grands bâtiments et que, en fait, ces bureaux, ils pouvaient totalement être mis à la disposition des personnes sans-abri, au moins pendant l'hiver. Donc, voilà, aujourd'hui, ils sont 5 dans l'équipe et essayent de continuer de travailler sur cette problématique. Et ensuite, on a Ilia, donc qui sont les gagnants de la Social Cup, de l'édition de la Social Cup de l'année dernière, où là, ils ont réfléchi à un moyen de réduire le gaspillage de l'eau dans la douche grâce à un système de filtre qui permet de récupérer l'eau qui, en fait, pourrait être utilisée pour se laver. Et ils ont réussi à développer, du coup, donc ils sont tous les deux d'une école d'ingénieurs, ils ont réussi à développer ce modèle qui permet de réduire voilà, vous voyez, de 75 litres sa consommation d'eau, ce qui est, je pense, vous serez d'accord avec moi, assez énorme. Alors, pour conclure, on a cette petite slide qui, je trouve, résume très, très bien les 4 piliers de l'entrepreneuriat social. Donc, ça a été défini par le MOVE. Le MOVE, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Dans le MOVE, on a des entrepreneurs que vous connaîtrez peut-être, comme la fondatrice de Yuka et le fondateur de Phoenix. Donc, qui sont des 2 boîtes qui luttent donc d'une part contre le gaspillage alimentaire, et pour Phoenix et pour Yuka, vous savez, c'est l'application qui permet de scanner et de voir justement la qualité des produits qu'on consomme au quotidien. Donc voilà, et le MOVE a proposé cette définition, pardon. L'entrepreneuriat social, c'est un projet économique. Donc, encore une fois, on produit des biens ou des services, on permet de créer de la richesse et de l'emploi, mais on a un modèle économique viable, donc comme une entreprise classique, avec la différence hyper importante qu'il y a une finalité sociétale. Donc, on va avoir vraiment la mission qui est en tête en permanence de l'entrepreneur social et qui va faire en sorte d'avoir un impact positif sur l'ensemble de ses parties prenantes. Donc, ça va être les salariés. Donc, comme je vous disais, faire en sorte que les bénéfices permettent d'augmenter les salaires de tous les salariés, qu'il n'y ait pas vraiment une concentration de la richesse au niveau du fondateur, du PDG ou des actionnaires. Va y avoir l'importance de permettre aux clients de bien comprendre, l'importance de la transparence et de comprendre de garantir aux clients que l'entreprise procède de la bonne façon. Ensuite, gouvernance participative. Comme je vous disais, on n'a pas le pouvoir de décision, il n'est pas concentré
à un seul endroit et voilà, tout le monde est réellement impliqué dans cette prise de décision. Et enfin, encore une fois, la lucrativité limitée où on réfléchit réellement à comment faire pour réinvestir les profits de manière éthique et avec de l'impact. Alors, vous pourrez poser vos questions à ce sujet, mais du coup, comme je vous le disais au début, on organise le créaton, on vous tiendra, je pense, on vous fera une boucle de mail. Enfin, je transmettrai les infos à Maëlys, mais vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux si vous ne voulez pas manquer la, la date. Mais voilà, ça sera en ligne et c'est l'occasion vraiment pour chacun bah voilà, de tester son idée, de rencontrer des super personnes. Moi, avant de rejoindre Mexen, j'ai fait un créaton il y a 2 ans et c'est à ce jour une des meilleures expériences. J'ai fait plein de trucs d'entrepreneuriat et j'ai mon propre projet. Et vraiment, le créaton, ça a été une expérience incroyable. Donc, je vous encourage vivement à participer si ça vous titille. Et puis voilà, là, je vous mets mon contact si vous voulez m'envoyer un mail, si vous avez des questions plus précises sur la Social Cup. Bon, là, on a un petit temps de questions, mais vous pouvez noter mon mail. Et ce serait super, super si vous pouviez prendre un temps. Donc, je retransmettrai le questionnaire à Maëlys, mais pour scanner ce QR code. Et donc, c'est un petit questionnaire de retour d'expérience pour que voilà, vous me disiez si la présentation vous a plu, si vous avez un petit mot gentil ou constructif, pas méchant, à me dire. Mais voilà, nous, ça nous aide beaucoup à nous améliorer, à voir quelles infos partager avec vous. Et puis, qui sait, peut-être que vous profiterez d'une autre expérience, une autre intervention de la Social Cup. Donc voilà, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on va pouvoir passer au temps des questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur toute la conférence dans le chat. Et du coup, on va commencer par les premières. Alors, quelles sont aujourd'hui les structures qui soutiennent l'entrepreneuriat social? Alors, aujourd'hui, alors, en France, on a beaucoup de chance. Il y a énormément d'organismes qui permettent de se lancer quand on veut monter une entreprise sociale. Donc, on l'a pas mis dans la slide je l'ai pas mis dans les slides par manque de temps. Mais déjà, si vous avez des associations étudiantes, voilà, voilà, les années sont organisées, donc vous pouvez totalement commencer par vous renseigner au sein de vos écoles. Donc, par exemple, en asso étudiant qui pousse ces sujets-là, on a par exemple le Noise. Voilà, renseignez-vous avec votre association qui est dédiée au développement durable, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut se renseigner auprès des incubateurs. Il y a des incubateurs spécialisés. Donc, comme je vous disais, l'incubateur de Make Sense, nous, on ne prend que des projets à impact et pas que à Paris. On a vraiment des promos avec des entrepreneurs qui viennent de partout en France. Et puis là, avec ce qui se passe en ce moment, on est outillé pour faire ça en ligne. Donc voilà, renseignez-vous dans les incubateurs de vos villes et discutez avec les entrepreneurs. Donc parfois, on a des entrepreneurs sociaux qui ne sont pas forcément incubés dans des structures dédiées à l'entrepreneuriat social, mais ça peut être une première porte d'entrée, une piste. L'important, c'est voilà, de poser des questions. Et après, à un niveau plus large, il y a Enactus. Donc, à voir s'ils sont à Toulouse. Nous, on travaille beaucoup avec eux. Enactus, c'est un programme d'accompagnement pour les étudiants entrepreneurs à impact. Donc voilà, si vous avez... donc moi, typiquement, quand j'avais commencé à bosser sur mon projet, j'avais rejoint le programme Pépite de mon université. Et après, ils m'ont rapidement dit, en fait, puisque tu portes un projet à un impact, il faut que tu travailles avec Enactus. Et en effet, ils ont énormément de ressources et ont l'habitude d'être spécialisés dans ces questions-là. Et puis après, voilà, il y a plein d'associations, il y a beaucoup de ressources. Vous mentionnez le Move. L'important, en fait, c'est de se renseigner et de creuser. Et après, il y a aussi des choses au niveau plus régional. Il y a France Active. Voilà, il y a énormément de choses. Je pourrais toujours faire une petite liste de ressources et transmettre à Amélie. Je pense que tu pourras leur transmettre un petit mail. Oui, pas de souci, je vais voir. Je sais pas, il faut que je vois avec Amandine. Ouais. Parce que j'ai pas forcément toutes les adresses de tout le monde, mais il n'y a pas de problème. Comme ça, mais voilà,
il y a énormément, vraiment, il y a beaucoup de structures qui sont mises en place aujourd'hui pour encourager l'entrepreneuriat de manière générale. Voilà, déjà, enfin, vraiment, en France, on est chanceux sur ce point-là. Et puis l'entrepreneuriat social également. N'hésitez pas à envoyer des mails, à regarder le site de Make Sense, parce que vraiment, là, on propose une diversité de programmes qui est très, très large. Donc voilà. Et puis participer à la Social Cup aussi, c'est sûr. Et du coup, il y a aussi, l'incubateur donc, de TBS qui s'appelle TB Seed et donc vous pouvez trouver sur, le site, de TBS, plus d'informations, sur ça et on me dit aussi que, l'équipe, entrepreneuriat de TBS organise une conférence avec France Midi, et Première Brique le 13 novembre prochain à 17h si ça intéresse, certains d'entre vous. Alors, en autre question, j'ai, de manière générale, combien y a-t-il de participants pour la Social Cup et depuis combien de temps cela existe? Alors, cette année, c'est la 7e édition, donc ça va faire 7 ans. Et alors, chaque année, on a de plus en plus de participants. Pour les personnes qu'on rencontre, donc comme aujourd'hui, cette année, donc l'année dernière, on était à presque 3000, donc là, on essaye de rencontrer encore plus de jeunes. Pour les participants au Créaton, alors généralement, c'est dans les villes et ça dépend des villes. Donc, il y a des villes qui sont forcément un peu plus petites. Je ne saurais pas vous dire le chiffre à Toulouse. Je pense que c'est peut-être une quarantaine de participants au Créaton, une cinquantaine. Comme vous pouvez le voir sur la slide, je suis responsable des villes de Strasbourg, Limoges et Lyon, mais Espérance, qui est ma collègue en charge de Toulouse, n'était pas disponible. Mais voilà, pour que vous ayez une idée, à Paris, au Créaton, on avait 150 participants. Après, bon, voilà, il y a toujours plus d'inscrits, mais il y a toujours un peu de perdition. Je dirais peut-être qu'en tout, sur toute la France, il doit y avoir peut-être 300, 350 participants au Créaton. Et puis après, pareil pour l'appel à projet. Je pense qu'il y a beaucoup plus de candidatures parce qu'un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que toutes les étapes sont indépendantes. Donc, ce n'est pas du tout parce que vous avez participé au Créaton que vous êtes obligé de faire la battle finale. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait le Créaton que vous ne pouvez pas faire l'appel à projet. Donc, voilà, rien n'est engageant au point que vous soyez obligé de faire toutes les étapes. Et souvent, voilà, je n'ai pas le chiffre exact non plus pour l'appel à projet. Il me semble que c'est quand même beaucoup parce qu'on passe 2 jours entiers à 4 à revoir toutes les candidatures. Mais voilà, et voilà. J'espère que ça répond à la question. Merci. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément comment se passe l'inscription et quelles sont, les modalités pour être retenu, par exemple? Ouais. Alors, pour l'inscription, donc on va ouvrir un formulaire. Alors pour l'inscription au Créaton, on va ouvrir un formulaire où voilà, il y aura des informations de base à écrire, mais surtout voilà, est-ce que tu as un projet, est-ce que tu es simplement curieux, si tu as une idée ou un projet, où est-ce que tu en es. Donc, en fait, on a 2 parcours pendant le Créaton. On a le parcours défi et le parcours créativité. Le parcours défi, c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà une équipe, un projet un petit peu avancé, qui ont envie de travailler sur une problématique précise. Et le parcours créativité, c'est pour des personnes qui ont une idée et qui ont envie, voilà, de rencontrer des gens ou venir avec leurs potes pour travailler dessus. Donc, le formulaire est simple et pas du tout engageant et on ne limite pas, encore plus là que maintenant que c'est en ligne, on ne limite pas les inscriptions. Pour l'appel à projet, il n'y a pas de limite d'inscription non plus. Pour les sélections, alors, je vais vous remettre les slides du coup que j'avais mises juste là. Voilà, alors il faut simplement que la personne qui candidate, donc si par exemple vous êtes un groupe d'amis qui veulent participer à l'appel à projet, il faut que la personne qui dépose le dossier pour l'appel à projet ait entre 18 et 30 ans. Donc, si un de vos partenaires a 30 ans, il n'y a pas de souci, mais juste, voilà, il faut que la personne qui s'inscrive soit dans cette tranche-là. Après, il faut que ce soit un projet qui ait un impact. Donc, si vous nous dites je veux développer une appli qui permet de générer des bitcoins et puis voilà, ça ne rentre pas dans enfin voilà, vous comprenez l'idée vraiment de bien définir la mission et l'impact que vous avez sur
la société. Et puis, c'est à peu près tout. Je pense que pour le reste, voilà, on en discute entre nous pour voir quels sont les projets qui ont le plus de potentiel. Alors, il n'y a pas que nous qui faisons la sélection, on fait aussi appel à nos partenaires financiers. Donc, il y a la Banque Postale, il y a KissKissBankBank, que vous connaissez peut-être, qui est une plateforme de crowdfunding, et qui ai-je oublié, la Fondation GRDF. Donc voilà, eux nous aident dans le choix des finalistes. Après, encore une fois, je ne sais pas exactement comment vont se passer les sélections cette année, puisque les frontières sont cassées avec le digital. Donc, je pense qu'on restera sur un finaliste par ville, mais voilà, du coup, pour le process de sélection, je pense que plus vous arrivez à montrer votre passion et la manière dont vous voyez votre projet naître et évoluer, plus nous, on sera séduits. Alors, j'ai une autre question, c'est combien de personnes peuvent participer, au même projet et ou combien, pouvons-nous être dans la même équipe? Alors, pour le nombre de personnes par équipe, il me semble que c'est 8. Donc voilà, 8 personnes. Mais encore une fois, peut-être que ça changera cette année, peut-être qu'il y aura des équipes plus grandes. En fait, pour être très transparente avec vous, jusqu'à la veille du confinement, on se disait, bon, restons positifs, les créatons auront lieu en live, en vrai, quoi. Donc, on n'était pas du tout dans la logique de voilà, mais là, vu que tout est en ligne, en soi, faire des salles Zoom avec 8 ou 10 personnes, ça ne change pas grand-chose. Donc, bon, pour l'instant, restons sur 8. Et puis, de toute façon, on vous tiendra informé si vous décidez de participer. D'accord, bah, super, merci et peut-être une dernière question, sauf si, il y en a d'autres qui arrivent d'ici là. Quels sont les modèles économiques existants dans l'entrepreneuriat social? Alors, du coup, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui sont assez sceptiques sur comment grandir et comment être pérenne quand en fait la boîte ne s'enrichit pas en soi. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce qu'on a constaté, nous, chez Make Sense, en accompagnant des entrepreneurs sociaux et puis même de manière générale, quand on voit des boîtes comme Too Good To Go, qui étaient d'ailleurs incubées chez nous. Too Good To Go, si vous ne connaissez pas, c'est aussi une appli qui lutte contre le gaspillage en mettant en relation des gens comme vous et moi et des boulangeries, des restaurateurs, des épiceries, etc. Et de voir donc des boîtes comme ça, comme Veja, la marque de basket que vous connaissez peut-être et qui maintenant se retrouve dans les rangs de Nike et Adidas. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, les modèles économiques ne sont pas du tout radicalement différents d'un modèle économique, du modèle économique d'une boîte classique. Ce qui va être différent, ça va être vraiment la répartition du profit, mais ça demande voilà, juste une réflexion supplémentaire sur ce point-là. Mais par exemple, on a tout à fait des modèles par exemple de freemium, d'abonnement, etc. Les modèles classiques qu'on voit, par exemple, aussi un exemple très simple, j'y pense parce que j'ai fait une table ronde avec eux il y a 2 jours. WeDressFair, c'est une comment ça s'appelle, une marketplace donc de vêtements choisis, vêtements responsables, etc. Je vous conseille vraiment d'aller voir leur site, c'est très bien fait. Et on en parlait avec eux, justement, cette question avait été posée, donc comment vous arrivez à grandir alors que voilà, vous êtes une entreprise sociale. Et eux nous avaient dit très clairement, nous, notre modèle économique, c'est le même qu'Azos, donc on parle quand même d'Azos, on marche de la même façon qu'eux, donc on a des vêtements, on fait des sélections, on contacte des créateurs, et ensuite on met ces vêtements sur notre marketplace. Et après, en effet, la seule différence, c'est que on va réinvestir cet argent dans le développement de la boîte et dans le fait de faire en sorte d'avoir une charte de sélection hyper stricte et transparente par rapport à nos clients. Donc voilà, l'idée, ça va être vraiment toujours de se dire, je suis une entreprise, donc mon but, c'est quand même de croître et de générer de l'argent et de m'inspirer des modèles qui existent déjà ou de développer un nouveau modèle, mais dans ce cas-là, ça prend plus de temps et c'est souvent plus risqué.
Mais juste d'avoir à cœur d'avoir voilà, cette mission et de réellement, en fait, ils ont dit un truc très juste, c'est de tomber amoureux du problème et pas de la solution. Et donc voilà, de constamment chercher à résoudre ce problème, mais dans le plus en profondeur possible. Et généralement, il y a du boulot. Donc voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Bah, du coup, je pense que la conférence touche à sa fin. Donc, bah, encore merci Assia pour ton intervention, pour toutes Merci à tes toi. réponses. Merci à tous aussi bah, d'être venus nombreux à cette conférence. Vous pourrez la retrouver sur YouTube. Elle sera disponible en replay sur le YouTube donc, de TBS. Et donc voilà, pour les personnes que ça intéresse, il y aura des tables rondes à partir de 11 heures sur d'autres thèmes qui seront abordés. Et voilà, l'école vous donne rendez-vous pour les années en présentiel cette fois-ci, le 1er avril. Donc, bonne journée à tous. Et puis voilà, bah, merci aussi pour toutes les participations dans le chat. Merci beaucoup. À bientôt. J'espère vous voir au Créaton ou à l'appel à projet.